Les souvenirs. Ils nous aident à voyager dans le passé, à prendre des décisions dans le présent et à affronter l'avenir. Ils font partie de nous. Ce qui nous arrive est constitutif de notre identité. Il est important que nous conservions nos souvenirs. Mais quid des événements douloureux, des expériences traumatiques qui se gravent dans notre cerveau? On les effacerait volontiers, mais ce n'est pas si simple. En Afghanistan, le soldat allemand Robert Müller a failli périr dans une explosion. Un épisode d'une rare violence qui a laissé des traces. Je n'ai aucune prise sur ces images. Tout à coup, je me retrouve dans une boule de feu. Je vois les cadavres, les visages. Les images sont là. Il y a 12 ans, Joël Coutu a été victime d'une attaque à main armée à Montréal. L'un des hommes a dit « tue-le ». Ils m'ont mis un pistolet sur la tête et je me suis dit « c'est la fin ». À Munich, Sonia Merkhofer vit avec le souvenir obsédant de la mort de son père. Une mort lente et douloureuse. Tout est encore très frais dans ma mémoire. Le deuil, c'est une chose, mais les images douloureuses, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Ce qui est enregistré dans notre cerveau l'est-il forcément pour toujours? Jusqu'à présent, on pensait que nos expériences étaient rangées une bonne fois pour toutes dans les tiroirs de notre mémoire. Une théorie qui est aujourd'hui revisitée. Et pas seulement par les réalisateurs de films de science-fiction, familiers de la touche, supprimés. Aux quatre coins du monde, des scientifiques essaient d'agir sur nos souvenirs. Et leurs recherches avancent à grands pas. Avec une substance qui bloque l'accès aux souvenirs, on peut tout bloquer. L'Institut européen des neurosciences est installé à Göttingen, en Allemagne. Ici, des scientifiques du monde entier planchent sur la question suivante. Peut-on contrôler nos souvenirs? Et si oui, comment? André Fischer, directeur de l'unité de recherche en neurobiologie, cherche un moyen pour effacer nos souvenirs traumatiques. Nous travaillons sur les mécanismes qui permettent de stocker et de rappeler nos souvenirs. C'est l'une des questions les plus passionnantes des neurosciences, car tout reste à faire. Nous avons réussi à percer à jour certains processus très spécifiques, mais l'essentiel n'a pas encore été compris. Il y a encore de nombreuses recherches à faire. Le cerveau présente encore de nombreuses zones d'ombre. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'il y a une mémoire à court terme et une mémoire à long terme. La liste de courses, les achats effectués, on l'oublie. Elle n'entre que dans la mémoire à court terme. Pour se souvenir d'acheter du beurre et du fromage, les connexions nerveuses déjà existantes suffisent. Les souvenirs qui nous semblent importants seront quant à eux emmagasinés dans notre mémoire à long terme. Les enzymes se mettent aussitôt au travail et permettent la création de nouvelles et robustes connexions nerveuses. Ce processus porte un nom, la consolidation. André Fischer travaille sur la mémoire à long terme, où est enregistré le souvenir traumatique. Il est à la recherche de l'enzyme responsable du stockage des expériences négatives, car c'est bien la peur qui vient troubler notre sommeil, qui s'incruste dans notre cerveau. En menant une expérience sur des souris, André Fischer a cherché à déterminer la durée du séjour de cet hôte indésirable. On place une souris dans une cage dont le sol est conducteur, puis on lui envoie de légères décharges électriques. Résultat, elle est paralysée par la peur, elle fait la morte. Les chercheurs nomment cet état « freezing » ou « sidération ». Un jour plus tard, on la remet dans la même cage. Elle se souvient aussitôt des chocs électriques. La peur revient.
C'est pareil pour l'homme. Si par exemple vous vous rendez dans une ville un peu inquiétante que vous ne connaissez pas et que vous êtes victime d'un vol, la prochaine fois vous serez sur vos gardes. Et si vous êtes malin, vous éviterez d'y retourner. Les barreaux ne sont plus électrifiés, mais la peur demeure. Puis, doucement, la souris se met à comprendre qu'elle n'est plus menacée. On la repose dans la cage à plusieurs reprises, mais c'est seulement au bout de la 6e ou de la 7e fois que le sentiment de peur disparaît complètement. La peur facilite la survie de l'espèce. C'est un signal d'alarme. Elle nous aide à adopter le comportement adéquat en cas de danger. Ainsi, un enfant qui s'est brûlé évitera le feu. C'est le sentiment de peur qui fait que la menace reste en mémoire. Car l'émotion imprime une marque sur notre cerveau, important. Et seuls les événements importants sont enregistrés dans la mémoire à long terme. Les autres passent à la trappe. Le centre de contrôle de nos souvenirs se situe dans ce que l'on appelle le système limbique, l'une des régions les plus archaïques du cerveau. C'est là que les fameux certificats sont apposés. À chaque émotion, faible ou intense, correspond un certificat, car il n'est pas question de graver quoi que ce soit dans la mémoire à long terme sans le certificat qui va avec. Et qui dit consolidation, dit enzyme. André Fischer a fait un grand pas en avant. Il a découvert l'enzyme liée aux souvenirs traumatiques. Son nom, la CDK5. La CDK5 sert à stocker des souvenirs, mais aussi à les conserver. S'il existe une enzyme responsable du stockage des souvenirs traumatiques, pourquoi ne pas l'inhiber? Si André Fischer découvre l'inhibiteur de la CDK5, il devrait pouvoir empêcher l'ancrage des expériences négatives dans la mémoire à long terme. Serions-nous à deux doigts de manipuler nos souvenirs? Sonia Merkhofer a vu son père mourir du cancer. C'est elle qui lui transmettait les diagnostics, et ils étaient le plus souvent sans appel. 3 ans après la mort de son père, elle se souvient de cette période comme d'un long calvaire. Il n'est pas mort du jour au lendemain, dans un accident ou d'une attaque. Non, ça a traîné en longueur. Ou plutôt, c'était comme une boule de neige. Elle a pris des proportions de plus en plus imposantes. Elle s'est mise à rouler de plus en plus vite pour se transformer en une énorme boule de glace. C'est quelque chose qui a fini par occuper tout l'espace. Et à la fin, cette énorme boule de glace était en moi. Difficile de vivre avec un tel poids. D'autant que Sonia Merkhofer doit continuer à gérer la société de son père. Pendant plus de 30 ans, le père et la fille ont travaillé ici main dans la main. Sonia Merkhofer se sentirait sans doute soulagée si elle pouvait tout simplement effacer ce mauvais souvenir. Montréal. Depuis plus d'un demi-siècle, les chercheurs y décortiquent la mémoire. L'université McGill, la plus ancienne université canadienne. 8 prix Nobel y ont exercé leur savoir. Karim Nader est professeur de biopsychologie et directeur de la chaire neurosciences comportementales. Où siègent nos souvenirs? Comment pouvons-nous agir sur eux? Tels sont les grands axes de ses recherches. Karim Nader a été influencé par une découverte des années 50. Nos souvenirs ne sont pas rangés en un seul et même endroit. Si vous avez un accident de voiture, le cerveau va stocker la partie consciente de ce souvenir dans une zone du cerveau appelée l'hippocampe et la partie émotionnelle dans une autre zone appelée amygdale.
D'autres fragments encore seront enregistrés dans d'autres systèmes mnésiques. Autrement dit, nos souvenirs ne sont pas stockés en blocs comme on le croyait. Nos expériences sont d'abord fragmentées, puis stockées dans notre cerveau. Le souvenir est multiple. Quand vous repensez à votre accident de voiture, il y a l'émotion d'un côté, le factuel de l'autre. Simplement, les deux zones du cerveau sont activées en même temps. On ne peut donc pas définir avec précision le lieu où sont conservées nos expériences personnelles. L'amygdale, l'un des noyaux du système limbique, est un peu le lieu de passage obligatoire de tout ce que nous vivons d'important. C'est ici qu'échouent nos émotions liées à un événement. L'amygdale décide alors si l'événement et l'émotion qui l'accompagne méritent d'être retenus. Si la réponse est oui, elle informe l'hippocampe, qui les classe ensuite dans la mémoire à long terme. Que se passe-t-il quand les événements ne sont pas classés correctement? Robert Mueller vit un état d'urgence permanent. Einen Tag nachdem die US-Armee den Abzug ihrer Kampftruppen endgültig beendet hat, ist der Irak heute von einer neuen, großen Terrorwelle erschüttert worden. Nach Angaben von Augenzeugen, Ärzten und Polizisten starben durch Autobombenanschläge in 6 Städten insgesamt 45 Menschen. Ein Sprengsatz detonierte neben dem Gebäude der Polizeileitung in der südlich von Bagdad gelegenen Stadt Al-Qud. Allein dort starben 17 Menschen. Weitere Anschläge ereigneten sich in der Nähe einer Polizeiwache in Nord-Bagdad, in der Schiitenstadt Kerbela, in Basra, Ramallah. Parfois, les flashbacks sont tellement violents qu'ils me submergent complètement. Les images ressurgissent. Je suis à nouveau en Afghanistan. Je revois les images de l'explosion. Je revois la scène de mon propre accident. Dans ces cas, je suis captivé par la radio. Alors je cherche à me garer quelque part pour écouter la fin des infos dans le calme. Robert Mueller était sergent-chef dans l'armée allemande. Il est l'un des nombreux soldats qui sont revenus traumatisés de leur mission à l'étranger. Depuis qu'il a été le témoin d'un événement tragique, il mène un combat permanent contre ses souvenirs. En 2002, Robert Mueller est envoyé en Afghanistan pour participer à la neutralisation d'explosifs et de munitions. En désamorçant une fusée, des soldats commettent une erreur fatale. C'est l'explosion. Je me suis retrouvé au milieu d'une boule de feu et j'ai été propulsé un peu plus loin. Le camarade avec qui j'étais une seconde avant l'explosion avait disparu. Je me souviens l'avoir cherché à tâtons sur le sol. C'est là que je suis tombé sur un bras arraché. Le corps déchiqueté d'un camarade. Une vision d'horreur dont Robert Mueller n'arrive pas à se débarrasser. Tout au fond de sa cave, il a entreposé des objets liés au drame. Des objets qui continuent de l'attirer comme un aimant. C'est le béret que j'avais sur le lieu de l'accident. Un de mes camarades l'a récupéré et me l'a apporté. Et voici la veste que je portais le jour de l'explosion. Elle était complètement recouverte du sang de mes camarades qui n'ont pas survécu. Dans cette boîte, il y a les souvenirs les plus douloureux avec les photos des cadavres que nous avons retrouvés sur place. Même si je mets cette boîte dans une autre boîte et que je boucle le tout dans la cave, ces images remontent à la surface. Je n'arrive pas à refermer ce tiroir et à le rouvrir quand moi je le décide, parce que ces pensées ne m'obéissent pas.
L'ancien soldat n'arrive plus à dompter ses souvenirs. Ce n'est pas lui qui s'impose à eux, mais eux qui s'imposent à lui. Dans son cerveau règne le chaos le plus total. La peur n'entre dans aucune case. Robert Mueller est l'esclave de ses souvenirs, qui l'assaillent n'importe où et à tout moment. Il souffre de crises de panique, d'angoisse, de problèmes de concentration. Sa maladie porte un nom, stress post-traumatique. Psychiatre et psychothérapeute à Munich, Almut Ningel s'est spécialisé dans le traitement de patients souffrant d'un traumatisme. Les événements traumatiques sollicitent tellement le système de traitement des informations qu'on en arrive à un blocage. Les événements, les émotions et les souvenirs liés au traumatisme sont comme gelés dans le cerveau et ils défilent en boucle. Ils sont vécus comme s'ils avaient lieu dans le présent. Ils ne peuvent être rangés dans un temps passé. Pourquoi ces souvenirs remontent-ils tout seuls à la surface? Normalement, l'amygdale et l'hippocampe devraient travailler en parfaite intelligence. L'amygdale ordonne, l'hippocampe exécute. Mais si l'amygdale hyperactivée est victime d'un burn-out, elle érige un mur de séparation et l'hippocampe se retrouve au chômage. Chez Robert Mueller, on a constaté une diminution sensible de la taille de l'hippocampe. La communication dans le cerveau ne se fait plus correctement. L'information traumatique est bloquée. Si Robert Mueller n'arrive pas à se faire aider, il aura du mal à retrouver une vie normale. À Montréal, on est en quête de solutions. Le centre de recherche de l'hôpital Douglas espère pouvoir un jour libérer les patients de leurs souvenirs oppressants en un temps record. Alain Brunet est une sommité dans le domaine de la recherche sur le stress post-traumatique. Ce psychologue clinicien est en train de développer une nouvelle méthode thérapeutique et elle est pharmacologique. Même avec les meilleures thérapies, comme la thérapie cognitivo-comportementale, nous n'arrivons pas à soigner tout le monde. Comme le montrent mes études sur l'efficacité de la psychothérapie, seul un tiers des patients a vu son état s'améliorer de manière significative et durable. Il reste donc une marge importante de progression. Si l'on en croit Alain Brunet, la solution pourrait venir d'un simple médicament, le propranolol, un bêta-bloquant couramment utilisé contre l'hypertension. Depuis 40 ans, les cardiologues le prescrivent pour faire baisser le niveau d'adrénaline. Les décharges d'adrénaline se produisent dans les situations de peur et de stress, ce qui renforce les émotions négatives. Le propranolol pourrait-il aussi agir sur le cerveau et y bloquer l'adrénaline? L'émotion renforce le souvenir. Le propranolol, une molécule de la classe des bêta-bloquants, traverse la barrière sang-cerveau et agit directement sur le système nerveux central. Il atténue le renforcement de la mémoire par les émotions. Dans les années 70, le neuroscientifique James McGo a montré sur des souris que l'adrénaline renforçait la mémoire émotionnelle et permettait un meilleur stockage. Et il a constaté que ce mécanisme pouvait être inhibé avec du propranolol. Retour sur l'expérience de McGo. Plongées dans un bassin rempli d'eau, ces souris doivent se débrouiller pour trouver une petite île. Elles reçoivent ensuite une dose d'adrénaline. Résultat, la fois suivante, elles détectent l'île plus rapidement.
Puis, on leur injecte du propranolol pour bloquer la production d'adrénaline. Résultat, les souris ne se souviennent plus de l'existence de l'île. Le souvenir s'est envolé. Comment le propranolol agit-il sur le cerveau? Normalement, l'adrénaline vient se fixer sur des récepteurs spécifiques et génère du stress. Mais la molécule propranolol se fixe justement sur ces récepteurs. Résultat, occupé. L'adrénaline n'y a plus accès. Pour les personnes travaillant sur l'état de stress post-traumatique, cela représentait un tournant. Car cela signifiait qu'il y avait maintenant deux approches possibles pour aider les patients: la psychothérapie et les médicaments. Une pilule anti-trauma à administrer à l'avenir aux soldats de retour de mission. Il y a 10 ans, une étude sur les effets du propranolol a été menée aux États-Unis. Le médicament a été administré à des victimes immédiatement après un épisode traumatique, alors qu'elles se trouvaient encore aux urgences. L'idée était la suivante: si les patients sont pris en charge dans les heures suivant un événement stressant, il est possible d'éviter l'ancrage des mauvais souvenirs. C'était une véritable révolution. Mais on s'est vite rendu compte des limites de cette approche. Premier problème, toutes les personnes qui présentent un état de stress post-traumatique ne vont pas systématiquement se précipiter aux urgences pour s'y faire soigner. Autre problème, parmi les personnes exposées à un traumatisme qui sont prises en charge aux urgences, seulement 10, 15, 20% vont réellement développer un état de stress post-traumatique. Une réussite et un inconvénient de taille. Le médicament n'agit que s'il est pris dans la foulée de l'événement traumatique. Question: que faire alors des patients qui vivent depuis des années avec un souvenir douloureux? Le processus de consolidation s'effectue en quelques heures, une fois pour toutes. Est-ce à dire que chagrin d'amour rime avec toujours? On partait autrefois du principe qu'un souvenir prenait un caractère permanent après son transfert de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Et que si l'on n'arrivait pas à le rappeler, c'est qu'il y avait un problème d'accès. Le dogme en vigueur pendant 100 ans, c'était ça. Mais à la fin des années 90, certains scientifiques ont commencé à le remettre en question. Karim Nader fait partie de ceux qui ont osé égratigner le dogme. Encore tout jeune chercheur, il a tenté une expérience inédite sur des souris. Et il est arrivé à un résultat qui a mis en ébullition le monde des neurosciences. Si l'animal se trouve à nouveau confronté à un souvenir traumatique, ce souvenir passe d'un état stable à un état instable. Quand nous sommes confrontés à quelque chose d'épouvantable, nous sommes comme frappés par la foudre. L'événement vient se graver dans notre cerveau pour toujours. Ça, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, nous savons que nous pouvons agir sur nos souvenirs. A posteriori, on réactive le souvenir de façon à pouvoir le manipuler. On prend un vieux souvenir pour en faire du neuf. Puis, on le stocke à nouveau. Ce processus est appelé reconsolidation. Avant, si quelqu'un souffrait d'un traumatisme depuis 30 ans, on pensait qu'il n'y avait aucun espoir pour lui. Aujourd'hui, vous pouvez aller voir un thérapeute et il vous dira « Parlez-moi de votre traumatisme ». La parole permet une reconsolidation. Et si vous avez en plus un médicament, le patient peut, en théorie, être soigné en une seule séance. Les découvertes de Karim Nader se vérifient-elles aussi dans la pratique? Pour le savoir, Alain Brunet a décidé de tester le propranolol sur 50 volontaires souffrant d'un traumatisme ancien. Joël est l'un d'entre eux. Bonjour, je suis le professeur Brunet en charge de cette étude. Je tenais à vous souhaiter la bienvenue et à vous remercier pour votre participation. Lors de cette première visite, vous allez subir un examen médical. Et si vous répondez aux critères, vous allez devoir répondre à une série de questions. Ensuite, vous recevrez la première dose de médicaments.
Après ça, je vous demanderai d'écrire un rapide résumé de ce qui vous est arrivé. 1 ou 2 pages. J'aimerais que vous notiez tous les détails dont vous vous souvenez. Il y a 12 ans, Joël a failli mourir dans une attaque à main armée. Il est lui-même surpris par la violence de ses souvenirs. Je n'aurais jamais imaginé qu'un événement vieux de 12 ans et qui a duré peut-être 20 ou 30 minutes aurait autant d'influence sur mes relations, ma vie professionnelle. Je n'aurais jamais pensé que ça me marquerait à ce point. Et maintenant, après tant d'années, une simple pilule pourrait effacer 12 longues années de souffrance. Joël doit noter tous les détails de cette attaque à main armée. Ainsi, les souvenirs réactivés deviennent instables et peuvent être transformés. And I had to open the safe. He approached me, and he approached a gun, and he took out the gun to my head. And so they locked up the store. Went to the back store. I always had the gun to my head. And I had to open the safe. I had to explain to these criminals that I didn't have the keys. So they got very mad, very mad. Un exercice douloureux pour Joël. Les souvenirs remontent à la surface. So they came, they put the gun to my head, and I actually thought I was going to die. And so I fell to the floor, and I played dead. Si la thèse de Nader se vérifie, les souvenirs réactivés devraient maintenant être manipulables. Le propranolol devrait bloquer l'adrénaline et veiller à ce que les souvenirs soient stockés de façon neutre. Nous essayons d'atténuer la charge émotionnelle liée aux souvenirs. Le patient doit être amené à le considérer comme un simple mauvais souvenir. Notre objectif est de transformer un souvenir traumatisant en un mauvais souvenir classique. Sonia Merkhofer essaie de se débarrasser des souvenirs douloureux liés à la mort de son père par une autre méthode. Bouger les yeux pour guérir, une alternative aux médicaments. Almut Ningel s'est spécialisé dans l'EMDR. En français, désensibilisation et reprogrammation par des mouvements oculaires. Als da so an mir gelehnt ist, habe ich gemerkt, wie kraftlos das schon war. Ici aussi, chaque événement douloureux doit être remémoré dans les moindres détails. Und haben an meine Brust anlehnen lassen und haben gehalten und haben mit der linken Hand die Spuckschale gehalten, dass er sich von dem Schleim, von dem blutigen Schleim befreien konnte. So, dann beginnen wir jetzt mit der Verarbeitung. Fokussieren Sie dazu bitte auf das Ereignis und folgen Sie meinem Finger. Und lassen Sie geschehen, was geschieht. Depuis les années 90, l'EMDR est une thérapie reconnue scientifiquement et utilisée dans les cas de traumatisme. Einen kurzen Moment ausblenden, tief Luft holen. Die Augenbewegungen, die raschen Augenbewegungen rechts und links. Les rapides mouvements des yeux de gauche à droite semblent activer certaines voies dans le cerveau. Ils semblent rétablir un équilibre entre le centre émotionnel de notre cerveau, qui tourne à plein régime, et le centre cognitif, qui est inhibé, ou disons moins actif. Bien qu'encore timide, les premiers résultats apparaissent. Ich habe die Erinnerung dran, als würde ich in der Ecke stehen und würde die Szenerie beobachten. Und ich wäre jetzt weiter weggegangen aus der Beobachtung. Sehr schön, sehr schön. Machen Sie einfach weiter.
Au fil des séances, Sonia Merkhofer va devoir passer en revue tous les épisodes traumatiques. À la différence du propranolol, le MDR relève de la psychotraumatologie. Les effets ne sont pas immédiats. Cela demande un investissement à long terme. Es war jetzt irgendwie, als wären wir aus dieser Situation und aus dem Raum rausgekommen. Jeder auf seine Art. Ich bin aus dem Zimmer rausgegangen. Aber natürlich, er ist ja gestorben. Er konnte ja nicht einfach mit rausgehen, aber ich habe gespürt, er ist aus der Situation auch rausgekommen. Auf seine Art. Ce que nous avons pu constater dans le cerveau après des séances de MDR réussies, c'est un rééquilibrage des activités dans les différentes régions du cerveau. L'hyperactivité dans l'amygdale et le système limbique s'atténue. L'activité dans les centres cognitifs du cerveau se normalise. Le MDR a aidé Sonia Merkhofer à intégrer ses souvenirs. Depuis, elle est à nouveau capable de diriger l'entreprise de son père. Ce qui est étonnant, c'est que les images n'ont pas disparu. Non, elles sont encore là. Ce qui change, c'est mon rapport à elles. Je les supporte mieux. Je les gère mieux. Elles font maintenant partie du passé et je crois que c'est là le point crucial. Je ne me sens plus enfermée dans cette situation. Retour à Montréal. À l'Institut Douglas, l'expérience menée par Alain Brunet dure déjà depuis 6 semaines. La séance d'aujourd'hui est décisive. Joël se confronte une dernière fois à ses souvenirs. Si le bêta-bloquant agit comme prévu, le patient devrait maintenant pouvoir maîtriser ses émotions. Si l'expérience se solde par une réussite, elle viendra couronner des années de recherche pour Alain Brunet. Et pour Joël, ce sera enfin le retour à une vie normale. Je n'ai plus rien ressenti. J'ai esquissé un sourire, puis je me suis souvenu qu'il fallait que je termine mon histoire. Plus tard, j'ai repensé à ma réaction et j'ai dit « Docteur, vous avez fait une grande découverte. Je n'étais plus lié émotionnellement à cette histoire. C'est comme si je lisais un roman. » Les déclarations de Joël sont encourageantes. Elles n'ont cependant encore aucune valeur scientifique. L'efficacité du médicament doit être validée par un examen médical. Les réactions physiologiques de Joël sont passées au crible. Dans ces conditions, il est difficile de tricher. Ce n'est pas un questionnaire où l'on peut dire « Oui, oui, je me sens mieux », alors que ce n'est pas vrai. Il est beaucoup plus difficile de simuler dans le cadre d'un examen médical. Tonus musculaire, fréquence cardiaque, conductivité de la peau, tout est mesuré. Un patient qui se remémore un événement douloureux peut facilement atteindre des sommets. Or, si l'on veut apporter la preuve de l'efficacité du médicament, les mesures doivent rester dans une fourchette normale. Les mesures corroborent à 100% les déclarations de Joël. Un beau succès pour Alain Brunet, d'autant que le médicament a montré son efficacité sur presque tous les volontaires qui participaient à l'étude. Les résultats sont vraiment encourageants. La plupart des patients ne retombent plus dans un état de stress post-traumatique. Ils se sentent nettement mieux, et ce en un laps de temps très court. Je continue à me souvenir de ce que j'ai vécu. Ce qui a disparu, c'est tout ce cortège d'émotions. Je ne ressens plus de stress, de douleur, de tristesse, de colère. Tout ça, c'est fini. C'est un grand soulagement. Pour moi, c'était un petit miracle. Et ça l'est encore.
A-t-on découvert une pilule anti-trauma? Les résultats de l'étude sont prometteurs. Chez 70 à 80% des personnes testées, les troubles disparaissent. Le propranolol, un médicament miracle. N'allons-nous pas être tentés d'en prendre à chaque coup dur? Bienvenue dans le meilleur des mondes. Il y a quelques années, on a dit la même chose des antidépresseurs. On parlait de la pilule du bonheur. Vous savez, je ne pense pas que les gens viendront me voir pour une broutille. Ils ont autre chose à faire. Le XXe siècle est le siècle des grands conflits. Pour les survivants, la guerre rime souvent avec mort, destruction, viol. La psychiatrie et la science s'intéressent de plus en plus à l'état de stress post-traumatique. Ces traumatismes ont été décrits pour la première fois de façon systématique après le retour des soldats de la Première Guerre mondiale. On prend conscience de l'existence de troubles et de maladies spécifiques liées à la guerre. Cette pathologie refera parler d'elle, cette fois avec une résonance plus importante, avec la guerre du Vietnam. Parmi les soldats qui rentraient chez eux, un grand nombre étaient dans un état de stress post-traumatique. La guerre du Vietnam a pris fin il y a moins de 40 ans. Une guerre qui s'est inscrite en lettres de sang dans la mémoire collective de toute une nation. Après le conflit, plus de 60 000 soldats américains en état de stress post-traumatique se sont donné la mort, soit plus de décès que sur le champ de bataille. Aucune guerre n'est autant associée à la drogue que la guerre du Vietnam. Les soldats ont connu l'horreur. LSD, marijuana, bêta-bloquants, on a tenté de calmer la douleur par tous les moyens. Car il fallait que la guerre continue. Trouver une substance contre les traumatismes est l'une des priorités de l'armée. Hier comme aujourd'hui. Force est de constater que le stress post-traumatique est toujours associé à l'armée. Et c'est une bonne chose que l'armée ait pointé ce problème. Ceci dit, des événements traumatiques se produisent chaque jour, partout. Il suffit de regarder les informations à la télé pour s'en persuader. Partout, des gens vivent des choses horribles et bon nombre d'entre eux vont développer un trouble post-traumatique. Le ministère de la Défense américain a investi près de 5 millions d'euros dans les travaux d'Alain Brunet. Irak, Afghanistan, intervention militaire dans des régions en crise, rien que la prise en charge des soldats traumatisés coûte chaque année plusieurs milliards. L'armée a donc tout intérêt à ce que l'on trouve une pilule de l'oubli. Un soldat équipé d'une touche supprimée, il pourrait ainsi multiplier les opérations. Que se passerait-il si nous n'avions pas nos souvenirs? Dans le cas de la mémoire autobiographique, les événements ne sont pas seulement classés en tant que pensées, ils sont aussi associés à une émotion. Les souvenirs autobiographiques se forment à l'âge de 3 ans environ, et ce, toujours en interaction avec les autres. C'est comme ça que notre moi se constitue. Nous savons ainsi d'où nous venons, qui nous sommes et ce qui constitue notre identité. Si nous perdons notre histoire personnelle, nous nous retrouvons les mains vides. Tout ce qui a eu lieu avant 1996 a disparu. J'aimerais bien savoir qui je suis.
Sabine Lindner est au début de la vingtaine lorsqu'elle se réveille un beau matin la tête vide. Elle ne se souvient de rien. À chaque fois qu'elle regarde son album de photos, elle espère qu'un souvenir va enfin affleurer. J'ai tout oublié de mon enfance. Quand je regarde ces photos, je peux toujours m'imaginer des choses, mais il n'y a pas de souvenir actif. Sabine Lindner sait faire du vélo, sait compter, elle connaît sa date de naissance. Seule la mémoire dite autobiographique a été effacée. C'est comme un trou noir. Tout l'aspect émotionnel a été gommé. Que s'est-il passé? Les scientifiques du monde entier cherchent la clé de nos souvenirs. Et notre cerveau connaît la touche supprimée, l'amnésie. Constance, en Allemagne. Les cliniques Schmieder, un des leaders dans le traitement des maladies neurologiques. Dans les cas d'amnésie, on étudie aussi bien l'aspect neurologique que psychique. Roger Schmidt aimerait percer à jour les causes neurologiques de l'amnésie. Les facteurs psychiques, il les connaît déjà. Quand un individu est confronté à une expérience douloureuse dans ses jeunes années, ou de façon répétée, alors il peut arriver que la répétition ou un autre événement douloureux fasse l'effet d'un raz-de-marée et que son être tout entier soit remis en question. S'il oublie tout ce qui le fait souffrir, c'est en quelque sorte une forme de soulagement. Amnésie psychogène. Roger Schmidt étudie aussi les mécanismes neurobiologiques. Que se passe-t-il exactement dans le cerveau lorsqu'il appuie sur la touche supprimée? Dans un tomographe à résonance magnétique, Sabine Lindner est confrontée à des photos très chargées émotionnellement. Chez un individu en bonne santé, il n'y a pratiquement pas de réaction. Chez Sabine Lindner, c'est très différent. Son amygdale, le fameux filtre à émotions, est hyperactif. Chacun de ces portraits provoque de violentes réactions de peur. Preuve que le traitement des informations ne fonctionne pas. Sur un plan neurobiologique comme psychologique, cette hyperréactivité constitue une sorte d'état d'alerte. Pour le cerveau, certaines situations riment avec danger, et il en est resté des traces. Chez Sabine Lindner, cela s'est traduit par un blocage de certains réseaux à l'intérieur du cerveau. En raison d'un nombre trop important d'événements douloureux, le cerveau a coupé certaines connexions. Les souvenirs d'enfance de Sabine Lindner ne se seraient donc pas envolés pour toujours. Ils seraient simplement mis sous clé quelque part. Le cerveau n'aurait donc pas effacé, mais simplement proclamé une interdiction. Attention danger, ne pas ouvrir. En l'état actuel de nos connaissances, nous penchons pour des problèmes d'accès. Autrement dit, certaines régions du cerveau ou certains réseaux ne fonctionneraient plus correctement. Les souvenirs, les contenus sont présents. Simplement, le patient ne peut plus y avoir accès. Si l'on compare le cerveau à un ordinateur, les données sont bien présentes sur le disque dur, mais l'accès est refusé. Si l'on veut volontairement déclencher l'oubli, il faut donc bloquer la connexion avec le disque dur. En clair, avec notre mémoire à long terme. L'hippocampe est un rouage essentiel à cet égard. Il est responsable du stockage à long terme, comme du rappel des souvenirs sur le disque dur de notre vie.
Göttingen, Institut européen des neurosciences. Le stockage des souvenirs par l'hippocampe, c'est le point de départ des travaux d'André Fischer. Son idée n'est pas d'atténuer les souvenirs, mais de les enfermer et de les rendre ainsi inaccessibles. On peut imaginer que le souvenir est rangé dans un tiroir précis, qui s'ouvre à chaque fois que le souvenir est rappelé. On pourrait envisager d'intervenir dans ce processus, pour que le souvenir soit déposé dans un tiroir qui ne s'ouvrirait plus si facilement que ça. André Fischer a trouvé un moyen d'agir sur nos souvenirs traumatiques. Il mène une expérience sur une souris qui repose sur une découverte fondamentale, la CDK5, l'enzyme responsable du stockage de la peur. Que va-t-il se passer si nous bloquons l'activité de l'enzyme CDK5 ? En théorie, le souvenir traumatique devrait être plus rapidement effacé ou reconsolidé. Les monstres qui se déchaînent dans notre tête, la CDK5 veille à ce qu'ils y restent. Mais nous voulons nous en débarrasser. Il suffirait donc de mettre fin aux agissements de cette enzyme pour que tout rentre dans l'ordre. Butyrolactone 1, une arme efficace contre la peur. André Fischer est persuadé qu'il est sur la bonne piste. Cette substance se fixe sur la protéine de l'enzyme CDK5 et inhibe ses fonctions. L'expérience se poursuit. Une souris a reçu des décharges électriques par les barreaux de la cage. Résultat, l'animal a peur de la cage. Maintenant, on lui injecte l'inhibiteur directement dans l'hippocampe. La souris ne souffre pas, elle a été anesthésiée. La souris est à nouveau déposée dans la cage. Si la substance agit comme prévu, l'animal ne devrait plus avoir peur des électrochocs. Et effectivement, elle se comporte comme si rien ne s'était passé. Objectif atteint. Butyrolactone 1, un principe actif contre la peur. Notre objectif en tant que chercheur n'est pas de trouver la pilule qui nous rendrait tous heureux ou la pilule qui nous rendrait tous intelligents. Il faut garder à l'esprit que cela ne peut fonctionner que sur des patients chez qui les mécanismes sont réellement déficients. Quand la peur détruit notre vie, nous avons besoin d'être aidés. André Fischer a bon espoir de pouvoir traiter les traumatismes à l'aide de médicaments. Pourra-t-on aussi effacer tous nos mauvais souvenirs? Quels sont les risques? Je ne suis pas sûr que la question soit trouver une pilule ou trouver la bonne thérapie. L'idée est de trouver le meilleur traitement possible. C'est vraiment ça notre objectif. Et pour cela, il nous faut dépasser le clivage psychothérapie versus traitement médicamenteux, le clivage psychologue versus psychiatre. Médecine classique d'un côté, approche globale de l'autre, un combat très ancien. S'il était possible de réconcilier la psychologie et les neurosciences, cela ouvrirait de nouvelles perspectives et permettrait de panacher les traitements. Un espoir pour les patients qui souffrent de graves traumatismes comme Robert Müller. Pour l'heure, il n'a pas encore trouvé la thérapie qui lui convient. Peut-on imaginer que ces souvenirs se dépouillent de leur caractère angoissant? Je suis ouvert à tout ce qui peut m'aider, à tout ce qui peut améliorer mon quotidien et me redonner goût à la vie. Il y a de multiples possibilités. Mais serons-nous vraiment libres de nos choix? Un traitement médicamenteux a des effets rapides, il est peu onéreux. Les approches psychothérapeutiques prennent souvent du temps et coûtent cher à la société. L'idée d'effacer les conséquences d'un traumatisme grâce à un médicament a évidemment quelque chose de fascinant et d'attirant.
Elle est aussi dans l'air du temps. Nous vivons dans une société qui aspire à faire disparaître rapidement et efficacement les souffrances. À l'avenir, nos souvenirs autobiographiques pourront-ils être traités comme les données d'un ordinateur? L'idée est fascinante. Pouvoir exercer à tout moment un contrôle sur le disque dur de notre vie. Pouvoir faire un tri parmi nos souvenirs. Un médicament agit uniquement à la surface des choses. Mais le problème reste à l'intérieur. À quoi ça sert de passer des couches et des couches de peinture si l'ouvrage est rouillé? La rouille finira toujours par ressortir. L'inconscient continue à travailler. C'est connu depuis Freud. Les souvenirs constituent notre identité. Nous les stockons avec une appréciation émotionnelle et morale. Et c'est cette appréciation qui détermine nos actions personnelles, comme celle de toute une société. Si nous mettons l'inconscient en veille, si nous neutralisons ou que nous effaçons nos expériences négatives, quelles seront les conséquences sur le long terme? La boîte de Pandore est ouverte. Se souvenir, oublier. La semaine prochaine, nous étudierons les particularités de la mémoire. Et dans un instant, Marathon Boy, l'histoire d'un jeune Indien haut comme 3 pommes et inscrit au livre des records.